الزول في اللون العسلامة ينون تيكو 5 دونك قلنا ليميسيون اغراو انتي كثيوين ليميسيون هي ذاتا نخدمات بور نهضر في لي موبيليزاسيون الجزائر دونك باش نهضر في المسلاي في لي موبيليزاسيون الجزائر نعرض دسا يون غران بروفيسور اش او سي مونريال دونك عندي يهضر في اش يزرا لي موبيليزاسيون دونك نسعى عمر اكتوف دونك العسلامه ينك الزول في اللون الزول في اللاك غير دا غيثكم دا ماكن النوم نسعى دا غيث عماري كمال جورناليست نتيكو 5 دونك يدير لي سلاي يارانا قبل يعدي غورين وينا عمر اكتوف البروفيسور عمر اكتوف عندي يهضر كمال عندك شويه شويه زراق لي موبيليزاسيون زمرين قلال الميدان 22 الميدان تورا عند هضرت شويه وثم زورت الزول في اللون الزول مس عمر اكتوف يدير لي ثغرين تيكو 5 ضيف ثمغليس فين عنان le mouvement dans les surtout c'est un événement on peut dire historique on peut dire un tournant historique si on le rate peut-être que ça va être pour longtemps oui. donc qui n'est pas شي 30 depuis le 22 un petit résumé كم تقول déjà la raison principale du win le mouvement داين يشدن الى الدينيتي دونك الشعب jamais fort de foi beauté jamais fort de des trucs matériels il fort de la dignité fort de des valeurs donc il bras la liberté il bras la démocratie il bras adili un autre système فكن كتولي le mouvement donc il s'inscrit même زمرتني تورا vu le mouvement يطف زمرتني s'inscrit dans la durée كم كتولي زمرا اد نهضر اسناني c'est une révolution pacifique en gestation il est dynamique زمر ادنيني باللي الشعب ثقلتي فض باشو اديني باللي il n'est pas question دي قريوني وخام قبل دي الصوت دي الصغلي السيستم ودير ان اوتر سيستم اني ادي قادر مدان ادي قادر ثيللي مدان يعني مدان سيمانيس ليبرتي individuelle et collective donc c'est un petit peu surtout il y a le caractère pacifique اني امسو يسعى يفاد ينوذ من الهان اما يثمور ثم يثمرني لنا تبرانيين دونك سمريتناني باللي le mouvement qui se transforme de plus en plus en révolution زمردناني باللي يزمرد الصوت يسويس ملا حاضر نشرن تغاوسي وين خاطر ذابول الجزائر جماد يجي تلوفا الدون تمشي امشي لاق توجور يسعى شرن تلوفان دي خدم في خزبيين لي بياج يوكن الموفمون في ديرابي le pouvoir il ne peut pas céder en cas d'une manière simple assez on peut dire à ses provocations donc le mouvement يزمد يحذر خطر le mouvement lui كان الدفاع dans la ligne pacifique le pouvoir il va saisir donc il va déraper le mouvement donc صحيت كمال فريد نغ البروفيسور عمر اكتوف qu'est-ce que vous en dites de cette mobilisation est-ce qu'elle était attendue par des spécialistes et aussi par le gouvernement en place quel est votre regard par rapport à cette mobilisation attendu c'est évident il n'y a personne algérien ou pas algérien qui s'il est minimalement observateur de ce qui se passe en Algérie c'est évident que ça allait éclater un jour ou l'autre c'est pas possible donc c'était juste une question de date ça aurait pu exploser au 4e mandat bon. Le 5e ça a été l'étincelle et là si c'était attendu oui prévu annoncé analysé comme tel non il n'y a personne qui l'a je pense que je suis l'un des seuls à l'avoir dit l'avoir écrit il y a 2 ans je pense que j'ai publié dans le Watan un article qui s'intitulait si ce système ne change pas ça risque de finir dans un bain de sang.
et la rue sortira, etc. Alors, bon, donc c'était prévisible, oui, mais personne ne s'attendait à ce que ça explose comme ça. Cette étincelle du cinquième mandat, je pense, a été l'élément déclencheur. Mais la façon avec laquelle la rue ou bien le peuple a répondu en quelque sorte aux provocations du pouvoir et surtout a répondu surtout à la provocation du cinquième mandat. Est-ce qu'on attendait qu'elle va être de cette façon pacifique ou pas? Ah non, ça c'est étonnant, ça c'est quelque chose qui du jamais vu. On n'a jamais vu des manifestations aussi sages, aussi mûres, aussi... Ils ont même des sachets de plastique pour nettoyer après les manifestations, enfin, bon enfant, pacifique, etc. Mais je suis un peu perplexe devant tout ça. Je ne sais pas trop quoi penser exactement. Il y a une partie spontanée, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une partie manipulée par en dessous avec les réseaux sociaux, ce qui s'ensuit, comme ils ont fait en Égypte, comme ils ont fait en Tunisie? C'est possible aussi. C'est parce qu'ils sont très très forts, ils sont capables de le faire. Maintenant, troisième hypothèse, est-ce que c'est le ras-le-bol devant la chute du prix du pétrole, la chute du pouvoir d'achat algérien, la dégradation du niveau de vie de l'Algérien qui était déjà pas très brillante? Est-ce que tout ça, avec le cinquième mandat, ça a fait la goutte qui a fait déborder un vase qui était déjà plus que plein? C'est possible aussi. Maintenant, l'autre hypothèse qui accompagne tout ça, ce qui me donne un peu, c'est comment le pouvoir a laissé faire. Alors je me demande, parce qu'il est officiellement interdit de manifester à Alger, normalement. Donc que les forces de représailles, de répression, ne soient pas intervenues ou soient restées tellement sur leurs réserves, je me demande si dans les clans au pouvoir, il n'y a pas une partie, le clan je ne sais pas laquelle, qui a suffisamment de poids pour empêcher la répression. Donc laisser faire en quelque sorte. Laisser faire et peut-être avec l'espoir de récupérer et se servir de la rue. Alors ça c'est très machiavélique. Alors c'est un peu compliqué, c'est quand même un phénomène complexe qui se passe. Mais ce qui est étonnant effectivement c'est cette spontanéité, cette généralisation et surtout cette unanimité de dire dégager le système. Mais de semaine en semaine, surtout du vendredi en vendredi, on constate que la mobilisation, en quelque sorte, elle commence à dégager un certain discours. Et aussi une certaine organisation, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas organisés, mais ils sont organisés. Et il y a des gens qui travaillent pendant toute la semaine à l'organisation des manifestations du vendredi. Ils ont un service d'ordre, ils ont bien sûr. Mais on reproche aujourd'hui, quelques élites, quelques intellectuels reprochent à cette mobilisation de ne pas dégager encore des représentants, donc son élite propre, pour aller négocier, je ne sais pas avec qui, mais négocier. Qu'est-ce que vous en dites ça? La rue, la foule, comme pour reprendre des mots de sociologie, hein, la foule n'est pas le peuple. Donc, de la foule ne peut pas sortir automatiquement un discours organisé, articulé, etc. Tout ce que fait la foule, c'est exprimer ce qu'elle ne veut plus et ce qu'elle veut. Donc ce que dit cette foule, c'est on ne veut plus de ce système, dégagé. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une autre Algérie. C'est quand même assez hallucinant de voir aussi facilement parler de Deuxième République. Il faut quand même une certaine maturité politique. On ne parle pas de Deuxième République comme ça, n'importe comment, dans le langage de la rue. Donc, reprocher ça à ce mouvement, qui est un mouvement, disons, spontané, de nouvelle indépendance, dans la joie, je ne sais pas, ici, il y a une euphorie, là, il y a quelque chose... Attendre de ça qu'il y ait tout de suite des représentants qui disent de façon articulée, non, c'est pas possible. Regardons les grandes révolutions dans le monde. 1789, la révolution mexicaine, Pancho Villa et Emiliano Zapata, tout ça, etc. Bon, la révolution sandiniste au Nicaragua, bon, tout ça, il y avait, les sandinistes, tout ça, il y avait quand même un mouvement, disons, marxisant, Che Guevara, inspiré. Mais c'est qu'on ne peut pas demander
à une foule spontanée qui exprime ce qu'elle ne veut plus avec force et qui exprime assez clairement ce qu'elle veut, on ne peut pas lui reprocher, au nom de je ne sais quelle logique, d'être illégitime parce qu'elle n'a pas de leader qui dit bon, les leaders vont sortir, mais il faut laisser le temps à ce mouvement d'abord de recevoir, d'être satisfait dans sa première demande, c'est le dégagisme. Une fois ce système dégagé, on va voir sortir. Il va se dégager des choses de la mobilisation. Les Algériens, bien sûr, les réseaux sociaux, les machins, il y a des... Ils connaissent, il y a des noms qui sont connus, il y a des noms qui circulent, il y a des noms... Bon, et puis, petit à petit, il y aura... Mais ce qui est urgent, moi, je pense, dans ces situations, c'est qu'on préserve l'Algérie d'une saignée de capitaux et de richesses qui va fuir, mais à la vitesse de la lumière. Et ça, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas encore de mesures pour empêcher les capitaux de sortir d'Algérie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, des mesures au niveau des frontières, c'est ça? Oui, bien sûr, oui. Comme a fait Ahmed Mahathir en 1998 en Malaisie. On l'a rappelé parce que la Malaisie était en train de couler, la corruption était à son summum. Première mesure qu'a prise Mahathir, c'est fermeture des frontières et récupération des fonds illégitimes. Et il a récupéré 40-50 milliards en une semaine. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là? Au lieu de s'occuper de ça, on délégitimise, on essaie d'enlever la légitimité à ce mouvement populaire en lui reprochant de ne pas avoir de discours articulé, de leader et de... Non, je trouve que ça n'a pas sa place, pour le moment. Ce que j'ai compris de ce qu'il a expliqué le professeur Omar Aktouf, c'est qu'il y a un temps de la mobilisation, oui, et une logique de la mobilisation. Il y a aussi un temps de pouvoir et du système. Ça ne marche pas en même temps. Ils n'ont pas la même logique, ils n'ont pas la même conception du temps. Donc il faut laisser la mobilisation prendre son temps, le temps qu'il faut, et le pouvoir, il n'a qu'à répondre par partir. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce qui vient d'exposer? Je suis tout à fait d'accord. Personnellement, déjà, je l'ai déjà dit que je suis contre l'organisation du mouvement actuellement, étant donné que la revendication populaire, elle est bien claire. Tant que le système n'est pas dégagé, on n'a pas besoin d'interlocuteurs. Et étant donné que ça marche, et en même temps que le peuple algérien ne veut plus, on peut dire, de marcher et de se sentir qu'on est manipulé, où il y a des gens qui récupèrent leur révolution. Donc pour l'instant, la priorité des priorités, c'est que le système devrait partir. Il n'a rien à négocier. Et le peuple a compris déjà, à partir des réponses épistolaires à chaque fois, chaque hebdomadaire, le peuple a compris la ruse. C'est comme si les jeunes, et d'ailleurs justement de souligner on peut dire une spécificité bien particulière de cette révolution, c'est l'engagement des jeunes et une certaine élite, la majorité des universitaires. Donc ce n'est pas une élite qui est facile à manipuler, et en même temps, les jeunes ils sont exigeants. Donc je pense que le pouvoir, il a sous-estimé l'intelligence et l'engagement de ces jeunes, et c'est comme si c'est deux extrêmes qui se dialoguent, et donc il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire, il y a des jeunes radicalistes qui ont compris ce qui se passe, ils savent ce qu'ils veulent, et le régime fait semblant de ne pas comprendre les revendications populaires. Donc, je pense que le mouvement, et je défends à ce que pour l'instant, qu'il n'y ait plus d'organisation du mouvement, étant donné le rendez-vous est pris chaque vendredi, tu vas faire descendre dans la rue 20 millions d'Algériens, et ceux qui restent à la maison, mais où ils ne sont pas sortis pour raison X ou Y, soutiennent le mouvement. Je ne vois pas pourquoi changer une tactique qui réussit. Et d'ailleurs, même le pouvoir, si vraiment le mouvement va faire la bêtise d'organiser, de désigner des interlocuteurs, le pouvoir a les moyens de les casser et il va, on peut dire, détruire le mouvement. Donc pour l'instant, je pense que le mouvement est dans une bonne stratégie, que leur revendication est bien claire, il n'y a pas de dialogue avec le système. Donc tant que le système
il n'y a pas de réponse claire du pouvoir, que le système est parti, et on peut aller énumérer qu'est-ce qu'ils attendent le peuple par rapport à la chute du système. Un, démission du chef de l'État, dissolution du gouvernement. Est-ce que démission, ou bien il peut y aller jusqu'à la fin de son mandat et d'arrêter? Je pense que même si, par exemple, le peuple, il va entendre que le président... non, c'est-à-dire le peuple, il y a une chose qui ne peut pas accepter des réponses où il y a une manifestation de la ruse du pouvoir. La rue, il l'a compris, il faut qu'il y ait une décision en urgence, la démission du président, la chute du gouvernement et la dissolution des deux chambres. Ce sont les préalables pour montrer qu'il y a une volonté que le système, c'est sa fin, et de préparer cette transition. Donc je pense, en dehors de ces préalables-là, je ne pense pas si la rue va répondre favorablement aux lettres et on peut dire aux messages épistolaires de la part du pouvoir. Je pense que la rue est radicaliste. Il a pris une décision que s'il n'y a pas ces trois préalables, il n'y a aucune chance que la rue va répondre positivement. Effectivement, moi j'ai l'impression qu'ils ont compris qu'il n'y a pas besoin d'avoir des leaders et des représentants maintenant, puisqu'il n'y a pas d'interlocuteurs. Ouais. Avec qui on va parler? On va aller négocier avec ceux qui sont là, non. Donc c'est vrai, oui, première, dégager, et après, on passe à la deuxième étape. Quels sont les interlocuteurs légitimes de chaque côté? Et on enclenche le processus. Pour enchaîner dans la même idée, parce qu'il y a certains observateurs ou bien certains analystes qui disent que est-ce qu'on doit sortir de la Constitution? Est-ce que la solution doit être dans la Constitution ou bien une solution politique extra-constitutionnelle? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces deux approches? Ou bien il y a une logique de la mobilisation qui impose quelque chose, le dégagisme dont vous avez parlé? Alors, ce que dit le peuple est clair. C'est d'une clarté limpide. On ne veut plus de ce système et le système inclut ses instruments. Et l'un de ces instruments, c'est cette Constitution. Et cette Constitution, ils l'ont tripotée 1000 fois. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette Constitution? Donc la solution ne peut pas venir de la Constitution. Il n'est ni légaliste ni attentiste. Cette Constitution, si on l'applique, c'est une Constitution qui a été faite sur mesure pour ce pouvoir-là. Qu'est-ce qu'on va en sortir? Non, ça n'a aucun sens. Non, attentisme, walou, ça ne peut pas donner ce que le peuple algérien veut. Ce qui donnera ce que le peuple algérien veut, c'est que le système dégage sans condition ni aucun préalable, qui dégage. Ensuite, le peuple, avec l'encadrement de l'armée qui devra jouer son rôle d'armée, c'est-à-dire de gardienne de la souveraineté et des désirs du peuple, ce que veut le peuple désignera un comité de sages, de n'importe, enfin je ne sais pas, on trouvera. Il y a sûrement des gens qui vont émerger de cette foule, etc. Et à partir de là, dissolution de l'Assemblée nationale, et on rebrasse les cartes complètement. Constituante, gouvernement de salut public, que ce soit un gouvernement technocrate ou pas, ça importe peu, un gouvernement qui gère les affaires courantes, relever tous les walis, les machins, parce que la gangrène, elle est jusqu'au dernier des sergents des gendarmes. Pas tous, évidemment, je ne généralise pas, mais malheureusement, on sait ce que c'est l'Algérie. Ce système a gangréné jusqu'au dernier des... Donc, tous ces maillons-là, il faut les neutraliser. Alors, on laisse les secrétaires généraux, par exemple, des wilayas, des daïras, des assemblées populaires, gérer les affaires courantes, mais tout ce qui a été nommé ou élu par ce système relevait de ses fonctions, y compris les ambassadeurs, tout ça. Donc il faut en quelque sorte écarter la composante humaine qui existe maintenant. Il a remplacé par une autre composante, mais le remplacement de cette composante humaine, certainement, est-ce qu'elle va avoir une couleur idéologique, une couleur partisane, ou bien elle va être en quelque sorte, qu'on peut dire, apolitique, non partisane? Tout dépendra de l'Assemblée constituante qu'on va élire. Alors, les composantes de cette Assemblée constituante représenteront le projet social que l'Algérie veut se donner. Alors si cette constituante est constituée de gens qui représentent des courants socialistes, sociodémocrates, social-capitalistes, social-libérales, etc. Bon, eh ben on fera l'équilibre.
Et puis, à partir de cet équilibre, un projet social et une constitution. Certainement, vous avez des connaissances par rapport à des expériences de transition. Là, on passe d'un système autoritaire vers un système qu'on peut qualifier de démocrate. Quelle est l'expérience la plus proche? Celle que je connais personnellement, indirectement, c'est la Malaisie, je connais très bien. La Corée du Sud, plus ou moins, mais surtout l'Amérique latine. C'est essentiellement le Brésil et l'Équateur. Donc si on voit, si on regarde ces exemples, la Malaisie, Ahmed Mahathir, comme le général Park en Corée, ils se sont comportés en despote éclairé. Mais il faut savoir que la Malaisie, par exemple, l'Indonésie, c'est composé des grandes familles. C'est comme le Japon, tout ça, la Corée. C'est des grandes familles, comme des clans, comme des lignes de samouraïs, c'est des équilibres de pouvoir entre eux, tout ça. Donc, ce qu'a fait le général Park, ce qu'a fait Mahathir en Malaisie, c'est de canaliser ces forces de ces familles, de ces clans, les Aebol en Corée, puis ça porte un autre nom en Malaisie, qui sont les grandes entreprises, les grandes régions, les grandes propriétés terriennes, etc. Les canaliser dans un projet de société et une économie planifiée. Et Ahmed Mahathir fait passer la Malaisie, qui est un tout petit pays, de pays sous-développé à pays maintenant considéré comme développé, en quelque chose comme une décennie et demie, comme le général Park en Corée, avec une planification et la mise des familles, des plutocrates, des riches, des possédants, etc., dans le chemin de ce plan de remise sur les rails de l'économie et de la situation de la Malaisie et de la Corée. Maintenant, le Brésil et l'Équateur, c'est un peu différent. Le Brésil, c'est venu de la base, parce que la base brésilienne a subi 20 ans de dictature militaire, une bonne quinzaine d'années de dictature néolibérale de Fernando Cardoso, et donc, à partir des fin des années 90, fin des années 90, l'immense majorité du peuple brésilien avait comme un peu l'Algérien, une qualité de vie tellement déplorable qu'ils ont fini par voter Lula. Alors le Parti travailleur et Lula partaient de rien. Le pouvoir était encore entre les mains des néolibéraux. C'est la Banque centrale, la Banque fédérale et la Banque mondiale, le FMI, qui contrôlaient le système financier brésilien. Donc, et j'ai participé avec le mouvement Lula dans le milieu universitaire et le milieu des entreprises, notamment Banco Brasil et Petrobras, qui sont d'immenses entités économiques brésiliennes, à faire ce qu'on appelle une formation de ceux qui sont devenus maintenant les technocrates du pays, plus ou moins du Brésil, de deux mesures. La première, c'était, ils ont appelé ça l'administration du travail social. C'est l'administration, j'ai traduit littéralement, l'administration sociale du travail. C'est tout un nouveau curriculum, une nouvelle matière qui réunit économie politique, sociologie politique, gestion, etc., mais qui forme des gestionnaires publics, parapublics ou privés, avec l'idée que la société brésilienne va être une société sociale du travail. Donc il y a l'idée de société et de travail qui est mise en avant. Ce qui fait que Lula, en quelques années, a sorti... donc j'ai travaillé aussi sur les microcrédits, beaucoup, de familles, des favelas, tout ça. Il a sorti 30 millions de familles de la pauvreté. C'est quand même pas rien. Et alors, deuxième mesure, c'était ce qu'on appelait les 100 000 cerveaux. La mesure de 100 000 cerveaux. Il prenait les 100 000 majors ou premiers ou deuxièmes de promotion de tous les domaines, sauf l'économie et la gestion, mais tous les domaines. Et il les envoie à l'étranger, avec des bourses, quasiment des salaires de cadres supérieurs. Hein. Donc elle est allée étudier à Paris, à machin, fait des post-doctorats. Ce qu'elle a fait le Japon à une certaine époque. Exactement, la Chine le fait maintenant, le Japon l'a fait. Ils ont envoyé 100 000 cerveaux par an, donc depuis Lula. Alors je ne sais pas si ça a été abandonné depuis, mais 100 000 cerveaux par an envoyés, alors avec la mission de faire des diplômes à l'étranger, d'étudier au Canada, Angleterre, États-Unis, Paris, whatever, Japon, bon, quasiment un salaire de cadre. Même si vous voulez rester, travailler, apprendre, pas de problème.
Et une fois que vous êtes prêts à revenir, vous nous dites. Mais on leur prépare au Brésil, comme on l'a fait au Japon. L'exemple japonais est parfait. Les Chinois, maintenant, le font aussi. Cette diaspora-là, quand elle revient, elle trouve logement, voiture, laboratoire, assistant, toutes les conditions réunies pour faire son travail. Je prends mon exemple de façon très égoïste ou très égocentrique. Je sais pas. Quand j'étais en Algérie, j'avais les mêmes diplômes, mais j'avais aucun moyen, même pas les revues, même pas d'écrire un article. J'arrive au Canada, 5 ans après, j'ai le prix de la recherche de l'Université de Montréal. Et en 5 ans, j'ai publié je ne sais pas combien d'articles, plus 2 ou 3 livres, donc, alors ça, le Brésil, le Japon, etc., le préparent pour leur diaspora, alors que nous, on nous dit, vous, la diaspora algérienne, vous êtes déconnectés, vous êtes... vous n'avez rien à voir avec ce qui se passe en Algérie. Alors moi, je dis aux connectés de l'Algérie, à ça, mais vous les connectés, bravo ce que vous avez fait. Hein. Vous avez fait une Algérie magnifique, hein. C'est bien votre connexion. L'Équateur, c'est particulier. L'Équateur, on m'a invité parce que l'adjoint économique de Rafael Correa, qui n'est plus au pouvoir maintenant, mais qu'il était en début des années 2011-2012, son adjoint économique était bon étudiant. Et il avait mes livres en espagnol, tout ça, etc. Et donc, par ce cheminement-là, j'ai été invité à participer à l'élaboration de la première version de la Constitution équatorienne. Et donc, dans cette Constitution, il y a article 1 ou 2. Enfin, d'abord, j'ai participé, je n'ai pas fait tout seul, mais j'ai participé à discuter avec les responsables d'Équateur, de faire venir, de faire participer à cette élaboration, cette réflexion sur l'élaboration de la Constitution, les autochtones, les jeunes, les vieux, les malades, ce qu'on a les étudiants, etc. Et ils l'ont fait. Il y a des autochtones qui sont venus avec leur tenue, et machin, etc. Et je me rappelle ce que les représentants des autochtones avaient dit. Ils avaient dit, paraît-il qu'on a découvert du pétrole dans nos réserves, parce qu'ils ont des réserves. Ils ont dit, nous, personne ne viendra creuser. Et ça a été mis dans la Constitution. Article 1, droit des autochtones, ou article 2, je ne sais pas quoi, tout ce qui est dans le sous-sol autochtone, on ne touche pas. Deuxième ou troisième article, droit de la nature. Droit de la nature et des animaux. Alors, tu peux faire des activités économiques, mais... dans le respect de la nature. La nature et les animaux ont des droits. C'est une constitution, j'en ai un exemplaire à la maison, c'est une constitution magnifique. Mais malheureusement, il y a les États-Unis, il y a les enjeux géopolitiques, etc. Alors on a joué, Correa maintenant a été écarté, puis il est même accusé, paraît-il, comme Lula. Lula, on a construit de toutes pièces une accusation de je ne sais pas quoi. Enfin, bon. Donc voilà, oui, il y a des exemples dont on peut s'inspirer, absolument. Et qu'est-ce que vous en dites, Kamel, après cette mobilisation, on devrait avoir un système d'ajdid. Il ne devrait pas ressembler à il serait différent. Plus de liberté comme Zouaran, parce qu'on le système dans les libertés individuelles, les libertés collectives. تميزت السيستم هذا كان جديد نزمر يروح يورس. Comme tu vas dire, d'abord, pour réussir la transition, avant de passer aux élections, je pense l'une des exigences, il faut que tous les participants aux nouvelles échéances, il faut qu'ils signent une charte et qui devrait respecter un certain nombre de valeurs. Et tout candidat qui ne signe pas cette charte-là n'est pas admissible pour toute compétition. Donc je pense qu'il fallait protéger justement la révolution, on peut dire, ou la démocratie. Il ne faut plus laisser la démocratie être interprétée de n'importe quelle manière. Un fasciste ou quelqu'un qui va venir, qui défend un État théocratique, il va s'inviter avec des principes démocratiques pour que le lendemain, il va dire « cette démocratie-là ne m'arrange pas, je vais l'enterrer ». Donc je pense qu'il fallait, dans la nouvelle constitution
ou même avant, je parle avant même dans la nouvelle constitution. Pour participer déjà au débat sur la participer constitution. déjà, je pense qu'il fallait cadrer pour éviter tout dérapage. Et celui qui n'est pas prêt pour respecter une certaine charte, pour respecter la liberté individuelle ou collective, un certain nombre de principes, il n'est pas admissible pour toute compétition. Donc je pense qu'il fallait protéger par rapport à cette question-là. Après, ça va venir, la question de la Constitution, ça peut se discuter, est-ce qu'il va être élu ou il va être consensuel. Donc, parce qu'il va y avoir un référendum aussi. Oui, il y aura un référendum, tout ça. À mon avis, il faut qu'il y ait de l'encadrement. Il ne faut plus laisser n'importe qui va venir donner, changer même le cours de l'histoire ou changer même les concepts. D'ailleurs, on l'a vu, l'expérience de la constitution algérienne. Par exemple, si on prend juste revenir de la ruse du pouvoir, par exemple, par rapport à la question d'officialisation de Tamazight, ils ont changé la définition des concepts de langue officielle. C'est-à-dire, je trouve que c'est absurde de la part du pouvoir. Les rédacteurs de cette constitution, ils n'ont pas le droit de changer ce qui est convenu comme concept. Et c'est la même chose pour le cas de la démocratie. Quelqu'un qui va venir, qui défend un État théocratique ou une autre conception des choses, il va venir changer le contenu et même le concept de la démocratie. Donc je pense qu'il fallait tout d'abord protéger cette démocratie-là par une charte, bien délimiter les frontières, les limites, avant de passer à toute compétition. Parce que sinon, ça va être du populisme, ça va être comme en 91, on a vu ce que nous avons vécu, et c'est ça le drame de l'Algérie. Et la constitution de 89, qui était pluraliste, la constitution de 89, on a dit qu'elle était pluraliste par rapport, parce qu'on sortit du parti unique, mais en fin de compte, ça a donné sur le même système, elle a garanti la continuité dans la légitimité constitutionnelle. C'est ce qui fait... Juste Ali Bachiti, alors justement par rapport à la question de sous-entendu de ta question par rapport au système, lorsqu'on passe justement, pour bien passer justement à cette question de transition, je pense remplacer un système par un autre équivalent, ça n'a aucun sens. Lorsqu'on veut justement se référer par rapport à la question de liberté individuelle ou collective, tout ça, je pense qu'on ne peut pas parler d'un nouveau système qui prendra en considération les réalités algériennes. On ne peut pas échapper de faire référence au congrès de la SOMAM. La plateforme de la SOMAM, je pense qu'il était, on peut dire, le premier texte fondateur de l'État moderne algérien. On pourrait s'inspirer pour pouvoir justement traduire les aspirations populaires. On va prendre l'exemple des régions, comment elles sont réparties pour pouvoir réussir la révolution. Et ce n'est pas, on peut dire, la régionalisation de la révolution dans le sens de donner de l'autonomie de décision aux régions, à ces wilayats qui sont constituées. Je pense que peut-être la révolution algérienne n'aurait pas pu peut-être réussir de cette manière-là. La preuve, après l'arrêt des chefs avec l'affaire de détournement de l'avion, les principaux, on peut dire, animateurs de la révolution, on peut dire, chefs historiques, même s'ils étaient arrêtés, emprisonnés, la révolution a continué et l'Algérie a eu son indépendance. Donc je pense qu'on pourrait s'inspirer de cette expérience-là, qu'il y a une certaine réalité, on peut dire, plurielle. Donc on pourrait rester, on peut dire, y aller vers un système pluriel qui va prendre en considération ces spécificités régionales et culturelles, qui va permettre y aller vers la décentralisation de pouvoir s'exprimer, et comme vous l'avez dit tout à l'heure dans la conférence, où justement on pourra donner la priorité aux pouvoirs locaux, aux pouvoirs de région, pour pouvoir justement traduire les aspirations populaires, en même temps prendre en considération le local, parce qu'il y a des moments où un certain nombre de pratiques traditionnelles, culturelles, pourraient répondre par rapport aux déficits que nous avons en matière de gestion, en matière de démocratie, en matière donc le système fédéral, l'autonomie régionale. L'essentiel, c'est le contenu qu'on va donner au concept pour éviter justement de vider des concepts de leur sens, de leur substance. Si on revient au débat sur la Constitution, s'il y a une constituante, est-ce que dans ce débat-là, on peut donner en quelque sorte
une orientation économique au pays dans la Constitution. Je voudrais juste revenir sur un petit point que tu soulevais tout à l'heure avant de parler de l'aspect économique de la Constitution, hein, c'est ça. C'est cette fameuse charte de signer avant, mais c'est un peu ce que j'ai proposé, moi, dans la feuille de route que j'ai proposée aux groupes intellectuels que j'ai demandé de signer, c'est-à-dire d'admettre d'emblée, d'entrée de jeu, ceux qui vont rentrer dans ce processus, que le peuple algérien a été spolié, que des comptes doivent être rendus, que l'Algérie sera faite selon la volonté du peuple, etc., que tout ce qui était de près ou de loin avec le pouvoir jusque-là, qui a conduit l'Algérie là où elle est, n'aura plus aucun droit à chapitre d'aucune sorte. Donc ça, c'est déjà une plateforme qui pourrait servir de charte pour guider les futurs interlocuteurs de négociation. Construire un peu la négociation, la transition. Là. Alors, dans la Constitution, mais bien entendu, parce que la Constitution reflète un peu ce que le peuple, normalement, l'Assemblée constituante qui représente le peuple, ce que le peuple se rêve comme futur, comme société, comme organisation, et l'économie est partie intégrante. Donc, dans cette Constitution, on devra trouver si le peuple algérien veut une société de partage. Est-ce qu'il veut une société où il y a quelques milliardaires et des millions de clochards? Est-ce que, bien sûr, la dimension économique doit être incluse dans la Constitution, dans ses très grandes lignes. Dans quelle façon elle peut être exprimée dans la Constitution, par exemple dans un article, de quelle façon Oui, bien sûr. Par exemple, un article sur le rôle et place des institutions économiques, de l'entreprise. Alors, est-ce que dans la future Algérie, l'entreprise, par exemple, liberté d'entreprise, d'accord, on garantit la liberté d'entreprise, mais est-ce que cette entreprise a la liberté totale de faire ce qu'elle veut comme elle veut? Alors, on peut mettre dans la Constitution liberté d'entreprendre dans le cadre du respect de l'intégrité de la nature, de la dignité du citoyen, de salariat, de vie décente, etc. Tout ça, ça peut être mis, et puis ça va servir de guide à la future politique économique algérienne. Est-ce que l'Algérie, elle est en situation historique pour y aller vers un modèle nouveau, même de point de vue économique? On ne va pas reproduire ou continuer dans le même modèle économique qui a existé avec ce système. Par exemple, si on ne va pas se baser sur la rente, tout le monde est d'accord, mais aussi sur la question du libéralisme et du néolibéralisme. Il faut aussi comprendre le problème globalement. C'est pas pour rien que pratiquement en même temps, on a les Gilets jaunes, le mouvement de la société algérienne, les migrants, les jeunes, les enfants et les étudiants, les lycéens qui manifestent contre le saccage de la planète et qui réclament le changement de système, eux aussi, ils disent qu'il faut changer le système. Mais ils ne savent pas trop de quoi ils parlent, mais le système dont ils parlent, c'est le système néolibéral. C'est tout à fait évident qu'une future Algérie ne peut pas renaître avec les cendres d'un nouveau néolibéralisme. Ce n'est pas possible. Il faut rompre complètement avec le système néolibéral et aller vers... on ne va pas réinventer la roue, si elle existe. Il y a le modèle allemand qu'on peut regarder, il y a le modèle japonais, il y a le modèle Malaisie. Donc il y a des exemples concrets. Mais bien entendu, où ça marche très bien, avec des économies décentralisées, des économies où l'État est très présent. Alors on n'arrête pas de nous chanter que l'État c'est un budgétivore, c'est je sais pas quoi, c'est un monstre, c'est des vampires. Combien de gens savent qu'en Scandinavie, en Suède par exemple en particulier, si j'ai bonne mémoire, pas loin de 80% des emplois sont des emplois de type public, jusqu'à la commune. Énormément de gens dans ce qu'on appelle aussi les emplois de proximité. Il y a des gens en Suède qui sont payés pour prendre soin de leurs voisins. Alors mais ça, c'est complètement étranger à la pensée néolibérale. Donc les exemples existent, il n'y a aucun problème. Moi je propose, si ça se fait, qu'un comité de futurs décideurs, de transition, négociateurs, je ne sais pas quoi, algériens, je suis prêt à les guider en Allemagne, en Suède, au Japon, et on va voir comment ils font.
pas compliqué, c'est pas la mer à boire. Hein. Et par rapport au système aussi, est-ce qu'on doit sortir du système jacobin, de l'État-nation, qu'on a hérité de la conception coloniale de l'État, et aller vers autre chose qui peut être moins centralisé, un pouvoir moins centralisé? Oui, mais c'est disons, peut-être par étapes. Par étapes. Le jacobinisme n'a pas que du mauvais. Charles de Gaulle, plus jacobin que lui, c'est pas possible. Il a sauvé la Ve République française en étant un jacobin notoire. Bon. Mais ce qui n'a pas empêché de Gaulle non plus d'être à la base du système gaullien, qui est un système de capitalisme social. Et le capitalisme social ne peut pas se concevoir sans un minimum de pouvoir local. Parce que c'est les gens au niveau de leur localité qui savent, la proximité qui savent ce qui est nécessaire ou pas, ce qui est bon ou pas. Donc, par étapes, oui, on peut commencer par une forme de jacobinisme, parce qu'il faut quand même une instance qui guide, etc. Et puis petit à petit, décentraliser, autonomiser, fédéraliser, enfin régionaliser. Il y a toute une série de formules qu'on peut faire. Je me souviens d'une expérience au Brésil, Porto Alegre, une ville du sud qui a été citée dans le monde entier du sud du Brésil, pour sortir l'argent de l'informel. Je me demandais comment sortir un tas d'argent dans l'informel inouï, et puis comment faire que des quartiers qui semblaient condamnés à être des quartiers de préhistoire et de bidonville à l'infini, comment faire pour sortir de ce cercle vicieux. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé la séduction. Si l'argent informel sort, tout ça, amnistie d'impôts, je ne sais pas quoi, blabla, ça n'a pas marché. Ils ont essayé la force. L'armée, ça n'a pas marché. Après, ils ont essayé la ruse. Et j'ai eu la chance d'être à ce moment-là, précisément dans Rio Grande do Sul, là où il y a cette ville, Porto Alegre, et d'accompagner ça, de l'accompagner, mais enfin en toute modestie, mais je n'étais pas acteur principal, mais j'étais quand même dans le processus plus ou moins directement. Et ils ont trouvé une formule inouïe, qui est en même temps une formule de décentralisation, d'autonomisation, de responsabilisation, et de faire sortir l'argent informel. Qu'est-ce qu'ils ont? La formule était la suivante. Alors c'est tout un tic-tac, on a pensé, réfléchi, analysé, regardé tout ça. Ils ont dit voilà, les différents quartiers de Porto Alegre, chaque quartier sera responsable de son budget annuel de gestion et de développement. L'État donnera pour chaque dollar, disons, que les gens du quartier vont chercher par l'argent du quartier, l'État donne l'équivalent ou le double. Et c'est vous qui voyez quel projet vous voulez. Dans votre quartier, vous voulez une école, faites une école. Vous voulez une piscine, faites une piscine. Vous voulez un stade, faites un stade. C'est vous, le quartier. Mais ça, c'est très malin. Parce que l'informel, alors l'informel, surtout là-bas, c'est la cocaïne, c'est la drogue, c'est machin, c'est trucs. Il y en a de l'informel. Il y a la contrebande, voilà. Donc, les gens qui thésaurisent, qui possèdent l'argent de l'informel, sont connus par les gens du quartier. Donc, quand les gens du quartier vont voir ces gens qui sont un peu des Robins des Bois, comme Pablo Escobar. Pablo Escobar a été le Robin des Bois, avec tout le mal qu'il a fait. Il a été un Robin des Bois de Médéine. Il a construit la moitié la moitié du Médéine. Donc, quand ils vont voir ces caïds, et ils leur disent, voilà, nous, quartier, c'est nous qui vous faisons vivre. Donc, alors, c'est pas possible. Ils sont obligés de mettre la main à la poche. Donc, c'est comme ça que, par ruse, l'argent de quartier est sorti, l'État a donné l'équivalent, ou le double, ou une fois et demi, ou je ne sais pas quoi, et Porto Alegre, c'est devenu un exemple cité dans le monde entier de développement, mais c'est parti du quartier. Ce qu'il ne pouvait pas faire de la capitale. Ni de la mairie, ni de la mairie de Porto Alegre, c'est quartier par quartier. Alors, ça ne nous empêche pas de faire ça. Aussi, on a entendu Kamel, des gens parler, par exemple, de fédéralisme, je reviens, qui voyaient
directement, c'est quelque chose de négatif, ça veut dire de division. Lorsqu'on parle de division, on parle de violence et quelque chose de mal. Lorsqu'on divise quelque chose, certainement qu'on fait du mal à la chose qu'on divise. Est-ce que vraiment les pays qui sont dans le fédéralisme vivent ce mal-là? À mon avis, en Algérie, il y a toujours le populisme qui est utilisé comme formule. Par exemple, l'Algérie est indivisible, etc. On utilise un certain nombre de stéréotypes, un certain nombre de discours déjà préfabriqués, prêts à porter comme ça, pour justement de manipuler et de prendre la société comme étant une masse qui ne réfléchit plus. C'est-à-dire c'est comme si on ne prend pas en considération, on peut dire, l'intelligence du citoyen. Je pense que ce sont des discours populistes alors qu'on vit dans un pays fédéral. Il y a pas mal de cas où le système fédéral prédomine. Et je pense au contraire, c'est créer un système où on crée une certaine compétition positive. Et en même temps, on crée des espaces, pour moi, harmonieux. Parce que c'est très important un petit peu de créer des espaces harmonieux. Et si je fais référence tout à l'heure au congrès de la Soumam, la manière dont ils ont fait la répartition, ils ont pris en considération des facteurs, on peut dire, culturels, sociologiques, régionaux, etc. Et c'est ça ce qui a permis justement de créer des espaces harmonieux et que la révolution marche, on peut dire, d'une manière efficace, dans le sens où il y a la langue, il y a des traditions, il y a aussi, on peut dire, un certain nombre de traditions qu'on peut utiliser. D'exemple, par exemple, en Kabylie, on a fait participer, par exemple, ce qu'on peut appeler Tamentouder, etc. Donc, ce sont des personnes sages, de confiance, etc. Ils sont connus par la population. Ils peuvent sauvegarder c'est-à-dire ce sont des personnes sûres. Donc, on va essayer de calquer ça dans un système fédéral où, par exemple, ceux qui gouvernent, ce sont de la région. Lorsque, par exemple, tu vas ramener un wali, actuellement, et dans une région, il n'est pas de la région, il ne connaît pas la région. Il est un fonctionnaire, il n'a pas de compte à rendre à la population. Des fois, il ne parle même pas le langage des citoyens. Donc, lorsqu'on ramène des gens qui ne sont pas de la région, qui ne connaissent pas la culture, qui ne connaissent pas la langue, qui ne connaissent rien du tout, en même temps, ils n'ont pas de compte à rendre à la population. C'est des fonctionnaires. Aujourd'hui, il est dans une ouela, et notre année, il est dans l'autre, etc. Et on permute, etc. Donc, je pense que ceux qui diffusent ce genre de mensonges, on peut dire, et même créer une certaine confusion de concepts, etc., je pense que c'est malsain de leur part, et surtout lorsque ça vient d'une certaine élite. Je pense qu'en Algérie, on peut l'appeler fédéralisme ou autre, comme je suis tout à fait d'accord peut-être qu'il fallait passer par des étapes, oui, parce que l'Algérien encore... Il faut consolider d'abord l'État. Mais quand même, on pourrait parler pour un point de départ, comme autonomie régionale, etc., de commencer à réguler, à donner plus de pouvoir au niveau des régions, jusqu'à ce que, par exemple, il y ait une certaine maturité. Là, on pourrait aller un peu plus loin dans la décentralisation. Et en même temps, il y a aussi des régions, qu'on le veuille ou non. Par exemple, si on prend par exemple la Kabylie, il est prêt pour récupérer le maximum de pouvoir possible. Pourquoi l'empêcher? Par exemple, ailleurs, s'ils ne sont pas prêts, ils veulent continuer pour être rattachés au système central, il n'y a personne qui va leur imposer. Mais la Kabylie, aujourd'hui, il est prête. Il y a une réalité. Donc, on ne peut pas, à mon avis, imposer à la Kabylie un système qui ne correspond pas à sa vision du monde. Donc, je pense que ce genre de discours ne travaille pas l'unité, justement l'unité nationale, on peut dire. Parce que le système fédéral, ce n'est pas de la division, au contraire, c'est le renforcement de l'unité, mais dans un cadre pluriel. Mais il faut qu'on apprenne à compter plus de 1. Le système jacobin qu'on a hérité de la France, je pense que même la France aussi, ils ont quand même un système un petit peu plus décentralisé par rapport à l'Algérie. Donc eux, ils ont évolué dans la gestion de décentralisation et nous, on est resté dans la photocopie de la France. Les régions françaises, ça sont quasiment autonomes par rapport à l'État. Ils ont leur propre budget, leur propre donc je pense, à Alem Chitouelia, je pense que c'est malsain on peut dire, de semer ce genre de propagande
on peut dire, de faire dans la confusion. Disqualifier des concepts. d'avance Oui. des possibilités. Donc je pense que nous avons des cas comme l'Allemagne, comme Bien sûr. citer Le Brésil. cas- oui, le c'est des Brésil. États fédérés. Il y a beaucoup de Même de les- pays en Europe qui sont fédérales. Même hein, Ali, le problème paradoxalement au niveau du Golfe, les Émirats arabes unis, c'est un système fédéral, donc du pouvoir Exactement. au niveau des régions. Exactement. Donc ce n'est même pas, on va parler de l'Europe, ouais, etc. ouais, Même ouais, les ouais, Émirats arabes unis, c'est un système fédéral. Donc je pense qu'en Algérie, on pourrait réussir si justement on donne du pouvoir aux régions, parce que ça crée une certaine compétition positive et d'essayer un petit peu de rapprocher le pouvoir du citoyen. Le pouvoir en du quelque citoien. sorte, c'est Lorsqu'on aura un gouverneur, lorsqu'on aura un gouvernement local, un parlement local, il est mieux placé pour répondre aux aspirations populaires. Mais lorsqu'on leur impose des choses d'Alger, de dire qu'il n'y a qu'un système unique, on va donner des exemples. Et on va prendre un système éducatif. La Kabylie, il a une certaine réalité, qu'on le veuille ou non. Lorsque tu lui imposes l'arabisation, est-il juste d'imposer l'arabisation à la Kabylie qui ne correspond pas dans sa conception des choses? Tu vas leur imposer l'idéologie arabo-islamiste, la Kabylie. Il est laïque, décent, c'est l'histoire qui le dit. Bah, si d'autres régions ils sont favorables à d'autres régimes, bah, c'est leur problème, ils peuvent, s'ils s'adaptent à une certaine conception, mais on ne peut pas l'imposer à la Kabylie, qui est faite pour récupérer le maximum possible. La Bavière qui est catholique, le Brandebourg-Est qui est protestant luthérien, il y a un autre gars calviniste. Et ça marche. Ça marche très bien. Ça marche très bien. La question maintenant qui se pose, quel est l'avenir de cette mobilisation et aussi de l'Algérie par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Comment on peut voir un avenir sans faire de prophétie, mais partir un petit peu de la réalité d'aujourd'hui et aussi de faire quelques comparaisons avec ce qui se passe ailleurs? La réalité d'aujourd'hui, bon, il ne faut pas se cacher le fait que l'économie algérienne est mono-hydrocarbures. La rente. La rente est de 95 ou 98%. Ça, il faut très 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 vite essayer d'en sortir. Et à ce sujet, les pays du Golfe, ben, ils ont des leçons à nous donner dans ce sens-là. Hein. Pour l'après-pétrole, ils ont quand même... Économie de service. ils ont quand même investi tourisme de luxe, etc. Enfin bon, ils ont fait des choses pratiquement qui tiennent pas du miracle, mais disons bon, du travail. Du travail et de l'intelligence du futur. Oui. L'intelligence du futur. Nous, j'ai l'impression que l'un des grands mots de l'Algérie, c'est de naviguer à vue. C'est au jour le jour. La rente pétrolière rentre, on importe, on dépense, etc. Et puis, non. Ça, il faut qu'on sorte de ça très très vite. Donc, il n'y aura pas de miracle. L'Algérie ne sortira pas comme ça d'une économie diversifiée, comme la chapeau de... Mais je pense qu'il y a déjà quelques signes. Par exemple, je vois qu'il y a des constructions d'installations de transformation des hydrocarbures, de pétrochimie. C'est dommage, ça a commencé à être fait du temps de Boumedienne. On avait déjà des projets d'ammoniac, de ceci, de fertilisants, de je ne sais pas quoi. Eh ben, le pétrole, juste le pétrole, c'est 33 000 dérivés. Quand on exporte un litre de pétrole, on exporte 33 000 produits que les Français ou les Espagnols, les Italiens peuvent faire avec notre pétrole. Pourquoi ne pas le faire nous-mêmes? Donc juste sans sortir du pétrole, en investissant dans la transformation locale du pétrole, à commencer par le raffinage, qui n'est pas suffisant en Algérie, qui est tout juste apparemment suffisant, ça serait déjà un très grand pas. Mais bon, ça prendra... Et l'agriculture, ça prendra aussi. Ah ben oui, ça c'est les trois grandes priorités dont je parle depuis des années. Les infrastructures, l'agriculture, l'éducation. On a beau diversifier l'économie, créer des économies diversifiées, etc. Si on n'a pas les infrastructures pour les distribuer, pour les transporter, pour les traiter, pour les conditionner, pour les chaînes de froid par exemple, ça ne servira à rien. L'agriculture, éducation, comme vous avez dit. Les hauts plateaux, d'abord la Mitidja et toute la vallée
du Chlef, tout ça, malheureusement, Elle devient du béton. Hein. C'est déjà trop bétonné, oui. Mais les hauts plateaux, il y a de très sérieuses Qu'est-ce que vous en pensez de possibilités. l'éducation? Est-ce que vraiment c'est un tabou de remettre en cause l'arabisation qui a été entamée Mais et pas on du voit tout. le résultat? Est-ce que vraiment c'est un tabou? Il fallait en discuter, de dire que l'arabisation a échoué, il fallait remettre en cause ça. Mais pas du tout. Regardez ce qu'a fait Kemal Atatürk en Turquie. Kemal Atatürk, il a mis la Turquie sur les rails de la modernité, en les faisant rentrer dans un système d'éducation qui formait d'abord et avant tout pour amener l'économie turque à un niveau suffisant pour ensuite penser à une Turquie heureuse, machin. Bon, il y a un certain dirigisme là-dedans, il y a un certain... Bon, d'accord, mais il faut voir le résultat. Alors l'arabisation, c'est pas un décret divin. Il faut voir les résultats et les analyser de façon pragmatique. C'est dommage, on a perdu à l'indépendance. On a perdu beaucoup de temps. Hein. On avait le kabyle, l'arabe, j'inclus dans le kabyle le mozambique. Oui, le Thamazigh en général. On avait l'arabe, on avait le français, mais c'était une richesse qu'il fallait cultiver, qu'il fallait continuer. Étudier, alors, une réforme de l'éducation, c'est nécessaire. ça sera immédiatement de réintroduire, bon, dans les régions où on parle, je pense au Mzab, je pense à la Kabylie, je pense à Chaouia, tout ça, leur langue que le colonialisme a détruit, la moindre des chances, c'est de leur restituer. Une langue, c'est une vision du monde. Une langue, c'est une façon de vivre. Une langue, c'est pas juste des mots. C'est pas... Il faut comprendre ça. Tuer la langue d'un être humain, c'est tuer l'être humain. Ça n'a pas de sens. Sa langue, c'est son monde. Alors, l'arabe, bon, c'est historique, ça fait partie de la culture. C'est la religion, c'est tout ce qui s'ensuit. C'est une richesse aussi, pas de problème. Et le français. À l'indépendance, on aurait dû tabler là-dessus, mais à 100%. Alors maintenant, une réforme, ça serait de réintroduire des langues étrangères. Voilà, le français, bon, l'anglais comme deuxième langue, parce qu'évidemment, sans l'anglais aujourd'hui, on ne s'en sort pas, mais rétablir d'abord la langue comme instrument de développement. Même Boumediene, il a dit à son époque, il a dit quelque chose comme « La nahtaju ila lughat الشعر والغراميات. لغة الشعر والغراميات. Alors, bien dire ce que ça voulait dire. Ou alors si on pense comme Hafid Ibrahim, اللغة العربية. تهمني بعقم في شبابي وليتني عقمت. إني أرى رجال الغرب يأتون أهلهم بالمعجزات تفننا. فيا ليتكم تأتون بالكلمات. L'oral arabia, il défendait la langue arabe, mais en disant, je suis désolé, mais votre langue arabe, je vois chez les gens de l'Occident des miracles technologiques, des miracles scientifiques, et vous, la langue arabe, vous n'êtes même pas capable de sortir les mots pour en parler. C'est quand même, bon... Un regard critique vis-à-vis de la langue. Ah oui, mais en même temps, il défendait la langue arabe. Mais il voulait une modernisation de la langue arabe. La langue arabe peut se moderniser. Comment des pays, la Chine, je sais pas, la Chine ne s'est pas mise à parler anglais, la Chine, ils parlent chinois. Et avec le chinois, mais ils ont fait de la Chine ce qu'elle est. Donc c'est pas... Et avec une ouverture aussi sur le monde. Mais bien entendu, les Chinois. J'ai eu ici à Montréal des cohortes de 20, 25, 30 Chinois tous les semestres. Ils arrivaient ici, ils baragouinaient à peine l'anglais et le français. 6 mois après, ils me faisaient des examens meilleurs que les Canadiens. Parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Ils savaient que là-bas en Chine, s'ils font leur travail ici, ils obtiennent leur diplôme, ils obtiennent les notes, ils retournent en Chine, ils ne sont pas sous les ordres d'un comme un âne, comme ça m'est arrivé, moi, retourner avec, je ne suis pas le seul, je veux dire, on est des dizaines, des centaines comme ça, retourner avec des PhD, on se retrouve en Algérie avec des chefs qui ils vous donnent des ordres, ils ne savent même pas parler, ils savent même pas comment, c'est décourageant,
ça va être le dernier tour de table, on assiste à une certaine pression sur la mobilisation. Parce que les médias parlent, ils disent qu'est-ce que cette mobilisation, pourquoi elle ne va pas proposer une alternative. On attend tout le temps quelle est son alternative. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est critiquée sur cet angle-là. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense aller pour la question de la mobilisation ou le fait on peut dire, de faire pression sur le mouvement pour l'alternative ou autre. Je pense que pour l'instant, je maintiens et je persiste que la mobilisation n'a pas besoin encore parce qu'il n'a pas atteint l'objectif. L'objectif, c'est d'abord le départ du système. Donc je pense que ceux qui font pression, ce sont des gens qui veulent créer des clivages au niveau du mouvement et faire déraper le mouvement. Pour l'instant, je suis convaincu que les jeunes, ils savent ce qu'ils font, ils sont encadrés, ils écoutent, mais ils sont pour l'instant maîtres du jeu. Donc il faut faire confiance à la mobilisation. Oui, non, moi personnellement, vu que la dernière mobilisation, dans les conditions climatiques, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait une démobilisation, et malgré ça, parce que moi personnellement, j'ai l'impression que toute personne qui est sortie manifester depuis le 22, et le nombre de plus en plus il augmente, et celui qui rentre et manifeste, je ne pense pas s'il va reculer, parce qu'il est redevable sur un plan moral, parce qu'il se sentait une certaine responsabilité historique, et donc il ne peut pas se décevoir et décevoir les autres. Et en même temps, le fait que la révolution, pour moi je l'appelle une révolution en gestation, qui a de l'écho sur un plan international, il y a une certaine valorisation de cet acte-là. Donc j'en pense que les Algériens ne peuvent pas se décevoir. Donc je pense que les pressions, ce sont des gens qui veulent faire déraper le mouvement, qui font ces pressions-là, alors que le mouvement, pour l'instant, il devrait jouer la carte de la patience, la carte de la lucidité, la balle est dans le camp du pouvoir, et je pense que le mouvement, pour l'instant, n'a besoin de rien du tout, juste continuer dans la même dynamique, la balle est dans le camp du pouvoir, et c'est lui qui n'a qu'une seule réponse, c'est de partir, et qu'il prépare son propre départ. Et je pense, juste pour terminer, la responsabilité, pour moi, incombe aux militaires, parce qu'il n'y a qu'eux qui ont l'arme dissuasive, c'est d'imposer à la présidence, aux gens qui tournent autour de la présidence, parce que c'est eux qui ont pris en otage, on peut dire, tout un environnement, le peuple algérien. Donc c'est les militaires, ils devraient dissuader, ils devraient, on peut dire, pousser, on peut dire faire émerger la décision responsable, c'est que le système parte et les militaires sont là, juste de loin, on peut dire arbitrer, accompagner le mouvement, protéger la révolution pour pouvoir installer une transition. Il n'y a plus de ruse, le peuple refuse de rentrer sans qu'il y ait des acquis. Donc je pense que la responsabilité incombe à l'institution qui reste encore debout, ce sont les militaires. Je pense que la responsabilité incombe aux militaires. Ce que j'ai compris aussi de son intervention, c'est qu'il parle de la mobilisation. Il y a une motivation autre que le politique, il y a une motivation que la mobilisation elle-même a créée. C'est la motivation morale. C'est que les gens qui participent à cette mobilisation, ils ont une certaine responsabilité morale de la continuité de cette mobilisation et surtout de continuer d'une façon pacifique. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces deux motivations? La motivation politique que tout le monde voit, mais aussi chaque participant à cette mobilisation, lorsqu'il vient de la maison, il est venu avec une charge morale, une charge émotionnelle qui lui dicte en quelque sorte la façon avec laquelle il va rejoindre la collectivité, il va rejoindre l'action, ce qu'on appelle l'action collective. Ah oui, non, entièrement d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit. Alors non seulement il y a un point de non-retour. Là, le peuple algérien a atteint un point de non-retour et puis il ne peut pas revenir en arrière. Et ensuite, il faut comprendre que, quand c'est connu ça en sociologie politique, quand 25-30% à peu près d'une population n'a plus rien à perdre, ou sent ou pense qu'elle n'a plus rien à perdre, elle descend dans la rue et puis elle n'en sort plus, c'est fini, c'est des points de non-retour tout ça. Donc ça milite effectivement en faveur du fait que ce mouvement
ne s'arrêtera pas. C'est pas possible. Ils vont pas s'arrêter en milieu du chemin. Donc, si on lui reproche de ne pas avoir de revendications, mais ils ont une revendication. Ouais. C'est dégager. Il n'y a pas aussi clair. Mais c'est pas clair que. Pour moi, c'est limpide. Ouais. C'est une revendication claire, nette, précise. Dégager. Bon. Et une fois que vous dégagez, on s'occupe des affaires. C'est tout. Ouais. Donc, l'émission, en quelque sorte, est la fin. Un dernier mot pour vous, professeur Omar Aktouf. Le dernier mot, j'ai essayé de lancer un mouvement avec les intellectuels, notamment de la diaspora, pour essayer de soutenir ce qui se passe en Algérie, et puis d'en être partie prenante, et puis de ne pas les laisser... on a une responsabilité. On a le privilège d'être des intellectuels, on a le privilège d'avoir été formés avec l'argent de l'Algérie. Si j'ai les diplômes que j'ai, c'est grâce à ce pays, et je suis redevable envers ce pays. Et j'espère, je lance un appel à cette diaspora intellectuelle, essentiellement, donc à ce privilège algérienne qui est nombreuse, extrêmement compétente, un peu partout dans le monde, d'oublier toutes les dissensions et les sensibilités et les zizanies de clocher, de n'avoir qu'un objectif, c'est soutenir ce mouvement jusqu'à son premier accomplissement, que ce système qui a mis l'Algérie dans cet état soit mis hors d'état de nuire. Ça, c'est l'objectif qu'on a tous se fixé. Et à partir de là, tout est ouvert. Merci. Kamal. Bon, mon dernier mot, c'est justement la question de la vigilance, que le mouvement devrait, on peut dire, rester dans son cadre pacifique. Donc, pour moi, il y a deux aspects qui pourraient faire réussir le mouvement ou cette révolution. C'est le caractère pacifique et la persévérance. Et la patience, on peut dire. Donc, je pense que tout est clair. La revendication, elle est claire. Lorsqu'on entend les slogans dans les marches, c'est clair. Il demande d'abord le départ de ce système. C'est clair comme revendication principale. Et la deuxième, je pense que c'est tout le monde qui disait l'Algérie libre et démocratique. Après c'est à l'élite de lui donner un contenu, de remplacer, par exemple, lorsqu'on veut parler par exemple de système, remplacer le plus logique des choses, c'est que nous avons un système jacobin, il fallait tourner, voir un système pluriel où tout le monde pourrait avoir sa place. Moins centralisé. Donc je pense, voilà, donc déjà, si on va commencer par la première étape, d'abord, il ne faut pas qu'on se fasse, on peut dire, déraper pour justement les gens qui essayent de faire pression sur le mouvement. Je pense que le mouvement est dans une dynamique juste, dans une voie juste, et je suis convaincu que les jeunes, étant donné qu'ils ont, je pense qu'une vision bien claire, c'est qu'ils ont décidé que ce système soit remplacé, ça c'est clair. Deuxième étape, c'est de bien préparer cette transition, et je pense que la nouvelle constitution doit prendre en considération cette pluralité-là pour justement mettre fin à ce système jacobin où tout le monde pourrait avoir sa place et de créer un système justement complémentaire, harmonieux, où on pourrait être différents et divers dans un cadre unitaire. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de trouver ce système-là où tout le monde aura sa place. Voilà. Donc, merci Kamel, merci le professeur Omar Aktouf. Donc, ça fait une mère qui est depuis on peut dire plus d'une heure. Donc, à la prochaine sur TQ5, TQ5, l'émission donc l'agora des idées, la mobilisation et certainement le débat la mobilisation. Et à la prochaine.